Salut, bonjour à tous, bienvenue sur Canal 3, merci de vous réveiller avec nous ce mercredi. C'est votre matinale et nos chroniqueurs sont déjà en place, notamment Wahab Alipara déjà installé. Bonjour Wahab. Bonjour Christian et bonjour à tous. On va vous retrouver dans un instant pour les gros titres de la presse ce mercredi matin, mais avant, au sommaire, l'élection présidentielle de 2021 au Bénin. Chaque jour qui passe nous rapproche de cette échéance. Les Béninois seront appelés à aller voter pour élire le futur président ou la future présidente de la République. Et désormais, les partis politiques actionnent leur machine. La trouvaille, dynamiser les structures de base sur fond de discours et d'action pour certains et pour d'autres, les prises de contact avec les militants à la base après les dernières élections communales. En tout cas, le terrain politique s'anime à grand feu désormais, même si de part et d'autre, tous ou presque attendent la décision de Patrice Talon. De cette animation politique, on en parle ce matin. Des images sont à voir dans le mini-journal avec les forces Corée pour un Bénin émergent qui sont en tournée à l'intérieur du pays. Et puis, le débat, nous le ferons en plateau. Restez donc avec nous. C'est un fait et il est désormais passible de peine. Vous qui avez la phobie des billets de banque maculés ou pièces de monnaie altérées, revoyez donc votre position à cet effet. Le refus d'encaisser cet instrument d'échange est maintenant puni par la loi et ce sévèrement. Le communiqué du ministre des Finances Romuald Wadani en date du 3 septembre 2020 rappelle l'infraction et précise la démarche à suivre. Le chroniqueur fait sa lecture. À suivre dans un instant l'opinion de Moïse Dossoumo. Le sujet sera emmené en débat avec Herman Anyambossou qui nous rejoindra en plateau. Nous évoquerons ce matin avec notre invité du jour les discussions gouvernement central et confédération syndicale. Les deux parties se sont retrouvées vendredi en assise de la première session ordinaire 2020 de la Commission nationale permanente de concertation et négociation. Retour sur ce qui a été au cœur des échanges. Les syndicats sont-ils repartis satisfaits ou non? Eh bien, le syndicaliste Moudachiro Bassabi, secrétaire général de la CGTB, est notre invité ce matin. Il sera là après 8 heures. Merci de prendre ces différents rendez-vous. Tout de suite, les unes des journaux. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Allez, les toutes premières infos à la une des parutions du jour, c'est avec vous, Wahab. Oui, Christian Dandedjan, les premières informations sont à la une de Fraternité, dynamisation des structures de base des partis, la présidentielle presse, le grand jeu est lancé. Entretien avec Gracien Laurent à Romenou, membre de la direction exécutive du Parti du Renouveau démocratique. Ce qui s'est passé lors des communales de 2020 est une nouvelle expérience et nous allons en tirer les conséquences. Informations donc à lire à la page 2 du quotidien Fraternité. Collecte des déchets dans le Grand Nokoué, une révolution de l'impatience et des défis. Humour au Bénin, art émergent, mais encore au second plan. Nguessan, seul un compromis politique aurait permis la candidature de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. La fin de la récréation, c'est le titre de la chronique signée Moïse Dossoumo. À la une maintenant de la Nation, lancement de la commercialisation des amendes de karité, l'espoir d'un lendemain meilleur pour la filière. Le secteur agricole a besoin de 2374 milliards de francs CFA. Ce sont les propos de Valère Oussou, directeur général du FNDA. La relève Info, Diaspora et Développement, Alexandre Oussou, le bénino-russe, à Cotonou ce jour. Et puis, riposte Covid-19, supposé appui aux mairies et à l'Assemblée nationale. À cette allure, la fin de la pandémie n'est pas pour bientôt.
Bénin intelligent, Noum Hôtel Cotonou, les justes raisons de la démolition. Entretien avec pasteur fidèle Fifame Oussou Kandonou, défis et contraintes du ministère pastoral féminin. Le radar à présent sécurité à Wenhi, le site devant abriter le commissariat des Touès a mis à disposition l'acte de donation signé en présence du maire Babatunde Jonas Ouessou. L'héritage commun, la planète Terre en danger. Peut-on encore sauver la planète Terre? S'interroge ce matin le radar. À la une maintenant de quotidien Le Meilleur. Commune de Djougou, le maire Abdoul Seydou Malik Gomina lance le concours Le quartier le plus propre. Et puis le Conseil constitutionnel ivoirien autorise Alassane Dramane Ouattara à Finguessan, Bédié et Kouadio et Récal en pendant ce temps 40 autres candidats. Le Challenge, année académique 2020-2021, l'administration Talon anticipe et met les grands moyens pour une rentrée effective et apaisée. Engagement politique sous Talon, voici les nobles ambitions de la dynamique continue qui force l'admiration. Le potentiel, cette fois-ci, activité de la première dame, Claudine Talon, combat la fistule obstétricale avec succès. Inondation à Kandi, Alassane Seydou apporte des vivres aux sinistrés. Alassane Seydou, ministre de la décentralisation. L'opinion aujourd'hui, 21e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, l'appel spécial de la ministre de l'Industrie et du Commerce. Le parti Foscori pour un Bénin émergent au sujet du système de parrainage à la présidentielle de 2021. Le parrainage est un filtre et non un instrument d'exclusion selon Garba Yaya. Libération, fonds alloués dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Voici ce que gagne chacune des 77 communes. Diplomatie, le nouvel ambassadeur de France au Bénin, désormais connu. Le matinal Cotonou, les raisons de la démolition du réceptif Noum Hôtel. Enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, le calendrier scolaire 2020-2021. L'actualité, résilience au Covid-19 en Afrique, les conseils de Rekia Madougou sur le FinTech. Recrutement au Bénin, une structure étatique accusée d'être basée sur l'affinité. L'investigateur du jour, saisi pour suspendre l'AG, l'Assemblée générale, ce jour, le tribunal de Cotonou déboute les hirondelles. L'AG aura bel et bien lieu. L'AG élective au Rubis aura bel et bien lieu. Bénin, un jeune policier aux arrêts pour une affaire de fausses transactions financières. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin. Bien entendu, on n'a pas la version numérique de la presse du jour, mais la presse du jour nous apprend que dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments contrefaits au Bénin, donc la police républicaine fait une grosse prise à Cotonou. Et puis Fraternité qui revient une fois encore sur la dynamisation des structures de base des partis. La présidentielle presse, le grand jeu est lancé. Nous apprend Fraternité Chrétien. Voilà, le grand jeu qui est désormais lancé, vous le constatez au fil des jours, avec cette ambiance préélectorale très animée. En République du Bénin, la plupart des partis politiques occupent désormais le terrain, alors que nous sommes à pratiquement 7 mois de la présidentielle de 2021. Oui, Wahab Alikbara, une petite analyse de ce que nous observons depuis. Entre-temps, c'était les mouvements politiques. Cette fois-ci, ce sont les partis qui entrent en scène. Oui, les partis politiques sont rentrés en scène. Ça devrait aller sans dire. C'est vrai qu'entre-temps, on a observé, dois-je dire, un silence au niveau de l'animation politique avec comme acteurs les partis politiques eux-mêmes. C'était beaucoup plus les mouvements, mais désormais, on sent que les pas se font en avant en ce qui concerne la présidentielle et par conséquent, il faut les partis politiques. On a vu le bloc républicain qui a, je dois dire, restructuré le volet féminin de son parti. Les jeunes ne sont pas oubliés aussi. Les jeunes ne sont pas oubliés. À Dassa, les choses
se sont tenues. Également à Copago, le parti Foscori pour un Bénin émergent qui est allé donc au contact des militants pour faire le point de sa participation donc aux dernières élections communales et municipales. C'est donc dire que, encore une fois, les partis politiques eux-mêmes sont rentrés en action de manière à ce qu'on voit un peu plus clair en ce qui concerne la présidentielle de 2021. Justement, et on va en parler tout à l'heure au forum de discussion avec en plateau Herman Anyamboussou et Moïse Dosoumou. Je vous invite également à lire en page 2 du quotidien Fraternité cet entretien de Gratien Romenou du Parti du Renouveau démocratique, un entretien accordé à Karim Oscar Anorin du quotidien Fraternité. C'est une exclusivité du journal par rapport à ce qui se prépare du côté du PRD. Ce qui s'est passé lors des communales de 2020 est une nouvelle expérience et nous allons en tirer les conséquences. Ce sont là les propos de Gratien à Romenou, annonçant ainsi les couleurs de cette université de vacances. On va y revenir en fin d'édition dans la revue de presse avec Asiongbon Kain. Asiongbon, on parle politique, on parle parti politique, on parle d'occupation de terrain. Le mini-journal va y revenir tout à l'heure avec les principaux titres qu'elle développe ce matin. Ingrid Day, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Une délégation du bureau exécutif national des Foscori pour un Bénin émergent en tournée dans la Donga. Elle y était pour faire le bilan de leur participation aux dernières élections communales. Que pensent les citoyens de Natitingou des différentes réformes entreprises par le chef de l'État dans le domaine de l'énergie depuis 2016? Régis Hippolyte Agrossou a tendu son micro à quelques-uns. Vous les entendrez dans quelques instants. Voilà, ce sont là les titres. On vous retrouve dans quelques instants. Donc, avant, ce sera la chronique du jour avec Moïse Dosoumou qui vient de s'installer. On reviendra donc sur ce communiqué qui sonne comme un avertissement à l'endroit de tous. Plus question de rejeter les billets de banque froissés, mutilés ou des pièces de monnaie altérées. Agir ainsi est une atteinte à la loi. Si on se réfère un peu à ce communiqué du ministre des Finances. Qu'est-ce qu'il en pense, notre chroniqueur? Eh bien, nous aurons les précisions juste après ceci. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contacte 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Et Romuald Wadagni, ministre béninois de l'économie et des finances, à travers son communiqué, siffle la fin de la récréation. C'est ce qu'il va nous dire à partir de cet instant. Moïse Dosoumou, bonjour, bienvenue. Bonjour Christian. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un rappel à l'ordre. Il sonne le glas des mauvaises pratiques qui compromettent le plus souvent les transactions commerciales. En effet, le rejet des pièces altérées, lisses ou qui ont perdu leur éclat, ou encore des billets froissés, irritent au plus haut point les autorités au sommet de l'État. Exaspéré par le phénomène, Romuald Wadagni est sorti de sa réserve. Le ministre de l'économie et des finances entend mettre un terme à cette habitude qui a pignon sur rue. Son communiqué en date du 3 septembre dernier lève l'équivoque sur sa détermination à combattre cette perception sociale devenue systématique autant chez les commerçants que chez les clients. Qui n'a jamais refusé de prendre ou d'accepter une pièce ou un billet au motif de sa supposée perte de valeur? Ce comportement inadmissible sous d'autres cieux est pourtant en vogue sur le territoire béninois. Et depuis des années, le mal perdure. Combien sont-ils à avoir dans leur portefeuille des pièces de monnaie ou des billets de banque et qui ont du mal à s'en servir ou ne peuvent le faire parce qu'ils seront systématiquement rejetés? Les plus prudents prennent leur mal en patience et effectuent des paiements avec ces espèces sonnantes et trébuchantes, indésirables pour le grand public, au niveau des ponts péages, dans les stations-service ou encore dans les rares commerces
qui n'ont que faire de l'aspect des numéraires. D'autres encore, les plus rusés, attendent la nuit tombée pour se jouer de la vigilance des vendeurs ou des conducteurs de taxi-moto. Pour ne pas avoir à réfléchir avant de dépenser l'argent durement gagné, beaucoup font le choix du rejet systématique des pièces de monnaie et billets qui ont perdu leur éclat. À ce jeu du chat et de la souris, les moins nantis qui vivent au jour le jour et qui ont plus de chances de retrouver ces coupures rejetées dans leur porte-monnaie sont les plus à plaindre. Dans ce pays, il est possible d'avoir de l'argent, mais d'être incapable d'en dépenser pendant des jours, des semaines, voire des mois, tout simplement parce que, compte tenu de son aspect lisse ou froissé, dans l'entendement général, il est supposé avoir perdu sa valeur. Ce phénomène sociologique irrite et hante les couches les plus défavorisées qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Je tiens à rassurer les populations que les pièces de monnaie lisses, ayant perdu leur éclat ou mutilées, et les billets de banque froissés émis par la BCEAO ont toujours cours légal et pouvoir libératoire sur toute l'étendue du territoire national et dans tous les pays de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Ils ne peuvent donc pas être refusés dans le cadre des transactions économiques, prévient le ministre qui rappelle aux populations détenant des pièces de monnaie mutilées ou devenues lisses, ainsi que les billets de banque froissés par l'usage, qu'elles peuvent procéder à leur échange gratuitement au guichet de la BCEAO. Comme pour enfoncer le clou, le ministre insiste sur le fait que le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un État membre de l'UEMOA est puni par les tests en vigueur. Cette mise au point était nécessaire. Elle permettra de discipliner les populations qui ne se gênent pas pour refuser les espèces sonnantes et trébuchantes pour un oui ou un non. Car cette situation a entraîné des incidents dans plusieurs localités où des transactions entre agents économiques n'ont pas pu se dénouer. Après la publication du communiqué, il est important d'insister sur la sensibilisation de toutes les couches socio-professionnelles, surtout dans les langues nationales, mais aussi sur le respect de cette mesure. C'est à ce prix que ce phénomène qui fait plein de mécontents sera combattu sur la durée. Voilà, sensibilisation avant répression, c'est vont très vite ce matin à la suite donc de ce communiqué qui vient mettre fin donc au refus d'usage de certaines pièces de monnaie altérées ou des billets de banque que l'on retrouve bien souvent dans la circulation mais qui sont par moments froissés. En tout cas, on va y revenir tout à l'heure au forum de discussion avec Herman Parfait Agnamboussou qui nous rejoindra en plateau juste après le mini-journal de ce matin. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2020 5 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique. Formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouroué vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la Réussite, nous cultivons l'excellence et luttons contre les déviances. Téléphone 97 88 42 16. On ouvre le mini-journal ce matin par cette activité politique des membres du parti Force Kori pour un Bénin émergent. Ils étaient samedi dernier à Kopargo, c'est dans le département de la Donga. La délégation conduite par Alassane Soumanou Djimba et Théophile Yarou est allée faire le bilan de la participation de leur parti politique aux dernières élections communales avec les élus FCBE de la Donga. On va retrouver Alassane Harouna et Abdou Rafou Yahya pour le point de cette tournée.
Alassane Soumanou Djimba et Teofil Yarou, tous deux membres du bureau exécutif national des Fos Kori pour un Bénin émergent, face aux élus communaux FCBE des 4 communes de la Donga, mobilisés dans cette salle du centre de promotion sociale de Kopargo. L'exercice consiste à faire le bilan des élections municipales et communales du 17 mai dernier. Un rendez-vous politique au thème duquel les Fos Kori pour un Bénin émergent ont pu arracher 6 maires sur les 77, malgré les difficultés enregistrées sur le terrain. Il faut reconnaître que les militantes et militants FCBE qui étaient avec nous, la plupart sont repartis de gré ou de force au niveau du BR, ce qui a fragilisé un peu notre parti. Il y a des localités auxquelles nous n'avons pas pu accéder lors des campagnes, tout simplement parce que d'abord, la limite des moyens, des ressources que nous avons était une contrainte. Il y a aussi certaines menaces que nos amis d'en face ont brandies. Outre ces difficultés, le parti a été également affecté par des dissensions internes, tout ceci accentué par la démission du président d'honneur Boni Yayi. C'est ici le lieu de regretter ce qui s'est passé. Mais ce regret ne nous empêche pas de continuer la lutte. Parce que nous sommes des guerriers, parce que nous sommes des politiciens, parce que nous sommes des hommes de terrain et parce que nous n'entendons pas céder la place à l'ennemi. Il est donc clair que les FCBE ne comptent pas baisser la garde. Et à travers cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale, ces leaders FCBE entendent mettre la troupe en ordre de bataille pour une alternance pacifique en 2021. Et pour y parvenir, ils se fient au peuple béninois. Nous avons foi au peuple béninois. Parce qu'on ne nomme pas un président du Bénin, on ne le désigne pas. Et ce n'est pas le matériel ou bien l'argent qui est la condition sine qua non pour gagner une élection. Il a aussi la détermination du peuple. Il faut parler au peuple. Il faut être à l'écoute du peuple. Il faut valoriser la parole politique. Nous ne devons pas avoir peur. Nous irons à la table de choix. Le jour des élections, les électeurs rentreront dans la salle, ils verront FCBE et d'autres partis, mais nous serons là. Cette rencontre aura permis à ces leaders FCBE de toucher du doigt les réelles difficultés enregistrées sur le terrain lors des élections communales dernières. Et ensemble avec ces élus communaux, des approches de solutions ont été trouvées pour les surmonter. Plus que jamais engagés et déterminés, ces élus communaux se donnent pour mission de ratisser large et annoncer la bonne nouvelle à leurs militants à la base, celle de la participation des FCBE à l'élection présidentielle de 2021. FCBE, debout. Excellent. Voilà, et pour boucler la série de rencontres avec les militants FCBE, eh bien, Ingrid Day, une déclaration a été faite. En effet, Christian, le collectif des élus communaux FCBE de la Donga et des responsables communaux du parti ont adressé un message à l'endroit du bureau exécutif national de leur parti. On écoute ici un extrait de cette déclaration. Nous, élus communaux FCBE de la Donga et responsables communaux du parti, réunis ce jour à Kopargo, après analyse de la situation politique et des défis politiques à venir, avons décidé 1. D'adresser nos sincères remerciements aux membres du bureau exécutif national pour avoir permis d'exister politiquement, de siéger dans nos conseils communaux respectifs et enfin d'avoir permis au parti FCBE d'exister malgré toutes les tentatives de faire disparaître ce parti. 2. Le bureau exécutif national a continué dans son élan de promouvoir le dialogue et la paix sur l'échiquier politique national. 3. De rassurer le bureau exécutif national de notre soutien indéfectible et inconditionnel dans son élan de faire participer le parti aux élections présidentielles de 2021, de donner carte blanche au bureau exécutif national de négocier le parrainage requis afin de prendre part aux élections de 2021. Nous recommandons, entre autres, au bureau exécutif national de faciliter la réorganisation sans délai des structures de base du parti FCBE.
Nous prions enfin aux membres du bureau exécutif de faire fi des insultes, calomnies, intoxications dont ils sont victimes au quotidien. Nous repartons très engagés, mieux outillés pour le combat de 2021 qui ne va pas se passer sans les FCBE. Je vous remercie. Merci. Depuis son arrivée à la tête du Bénin en 2016, plusieurs réformes ont été entreprises par le président Patrice Talon dans divers domaines, notamment celui de l'énergie. Que pensent les citoyens de Nati Tengu de ces réformes? Une équipe de Canal 3 Bénin dirigée par Régis Hippolyte Gossou est allée recueillir les avis de quelques-uns pour vous. Suivez. Je pense que pour ma foi, ces réformes ont été très importantes. Parce que lorsque vous prenez ne serait-ce que le long de la rue, vous voyez que tous les arbres qui jonchaient le long de la rue ont été taillés et qui, à mon avis, a aidé à réduire les coupures de courant électrique. Et je crois que toutes les réformes aujourd'hui sont tellement importantes que lorsque nous, au niveau par exemple de la radio, nous exploitons le courant électrique, on se rend compte que nous avons moins de coupures actuellement. La preuve, notre groupe est silencieux simplement parce qu'il n'y a pas coupure. Et on se rend également compte que le montant que nous avions l'habitude d'utiliser par rapport à l'achat du gasoil a considérablement baissé. Cela suppose que l'énergie électrique est de plus en plus présente. Lorsque vous voyez le coût du compteur électrique qui est revenu à 100 000 francs, alors qu'avant il fallait payer 200 et quelques mille et ne pas être sûr qu'au bout de 6 mois vous avez le compteur, ces réformes sont les bienvenues. Quelle que soit la magie du gouvernement, quelle que soit la magie de la CEB, de toutes les structures en charge de la gestion de l'énergie, il y aura toujours forcément des coupures. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre qui soit continu de façon éternelle. Même le courant, il y arrive qu'il y ait des coupures, mais tous les citoyens peuvent être sincères et dire que depuis un certain temps, les coupures sont de moins en moins constatées. On peut dire tout de suite qu'il y a un peu d'amélioration, surtout au niveau de l'administration. Mais en ce qui concerne le plan technique, c'est-à-dire les coupures, c'est intempestif. Mais ça ne date pas de l'arrivée de Talon, et ça datait depuis fort longtemps. Pour Nati Tengu, c'est comme ça. Il suffit seulement qu'il y ait eu pluie, il y a coupure. Même ce matin, il y a eu coupure. Hier, il y a eu coupure. Mais sur le plan administration, tu vas au bureau et puis tout est nickel. Ça, il faut dire la vérité. Mais les coupures ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a eu d'amélioration. Ce n'est pas comme avant. Mais il y a encore quelque chose qui reste à faire, surtout les coupures là. Comme je l'ai dit, c'est pour Nati Tengu, je connais. C'est trop, les coupures. Aujourd'hui, lorsque vous prenez n'importe quel citoyen lambda, on vous dira que du côté énergétique, il y a eu beaucoup d'améliorations. Parce qu'on connaissait dans le passé, peu courant avant 2016-2015, on connaissait ce qui se passait du côté de délestage et des coupures. On peut faire 2 jours, 3 jours sans avoir le courant. Aujourd'hui, c'est révolu. Même si on constate des coupures par moment, ça ne dure pas. Vous avez aujourd'hui des coupures à peine 1 heure, à peine 30 minutes. Et je pense que nous avons connu une très grande avancée dans ce domaine-là. C'est vrai que l'éclairage public à Nati Tengu ici pose des problèmes. Et je pense que ce n'est pas du ressort du gouvernement, c'est du ressort de ceux qui sont sur place. Bon, en toute sincérité, la fourniture électrique connaît une amélioration. Depuis la finition de Maria Gleta, nous avons quand même une stabilité en termes de fourniture d'électricité. Certes, il y a de rares coupures, mais qui ne nous dérangent pas trop. Et quelques instants après, vous avez de l'énergie, contrairement aux années antérieures. Bon, le soulagement, c'est qu'on a la disponibilité de l'énergie. Mais nous avons un petit dérangement. C'est-à-dire, vous savez, comme nous sommes dans l'industrie et nous faisons des travaux de haute intensité et les clients ne payent pas du coup. Or, avant, on avait cette facilité d'accumuler au moins 2 factures. Une facture, deuxième facture, et afin de pouvoir récupérer les fonds. Bon, maintenant, ce qui est un peu rigoureux, c'est que
une seule facture, les 10 jours d'observance avant d'aller payer, le 11e jour, on vient vous couper en même temps. Alors que nous travaillons parfois à crédit dans la confection des tables bancs, par exemple, ou bien dans la coiffure des modules de classe. Or, si on ne paie pas l'entrepreneur, il ne vous satisfait pas. Donc, la SBE devait pouvoir voir, surtout nous, les gros consommateurs. Donc, ce que nous voulons, c'est que la SBE revoie sa copie, surtout pour ceux qui sont des industriels, bon, que ce soit industriels de bois, boulangerie, tout ceux-là, qu'on essaie de voir, parce que nous sommes des gros consommateurs. La question de la promotion de la filière apicole au Bénin est au cœur de la deuxième réunion de l'année de la Commission permanente agriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. La rencontre a eu lieu à Grand Popo en présence de Geoffroy Messan et Florent Do. Les membres de la Commission agriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, ANSALB, sont ici à Grand Popo pour mener des réflexions et faire des propositions. Pour une deuxième réunion de l'année, la thématique qui réunit ces chercheurs, têtes pensantes et autres acteurs du secteur dans cette cité balnéaire est la promotion de la filière apicole au Bénin. L'ANSALB veut ainsi contribuer au développement de cette filière au Bénin. Notre premier atelier de cette année s'était penché sur les problèmes liés à l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur le secteur agricole. C'était un atelier virtuel qui a abouti à l'organisation d'un vendredi de l'Académie le 14 juillet 2020 et à la rédaction de deux documents importants, à savoir une lettre déclarative sur l'impact de la pandémie sur le secteur agricole, adressée au bureau exécutif de l'Académie, et des réflexions sur la pandémie et la sécurité alimentaire dans le cadre du groupe interacadémique pour le développement GIDE. L'apiculture est une branche de l'agriculture qui consiste en l'élevage d'abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche, principalement du miel. Les travaux vont permettre de faire l'état des lieux de l'apiculture au Bénin, d'identifier les opportunités existantes relatives à la production apicole en rapport avec le programme d'action du gouvernement, de définir les stratégies à adopter pour l'augmentation quantitative et qualitative de la production apicole, de même que la commercialisation des produits apicoles, aussi bien au plan national qu'à l'international. Les participants ont 48 heures. Le savant qui ne met pas en pratique son savoir est une abeille qui ne donne pas de miel, dit un proverbe persan. En décidant d'organiser un atelier sur la promotion de la filière apicole au Bénin, la Commission permanente agriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin aborde un chantier important des filières agricoles les plus prometteuses, tant du point de vue de la production, de la distribution interne et de l'exportation. Je voudrais nourrir l'espoir qu'à travers les objectifs fixés, votre atelier aiderait aussi à contextualiser ces grandes conclusions et ouvrir d'autres pertinentes pistes de recherche en rapport avec les conditions éco-phyto-sociologiques des régions de notre pays. Il faut souligner que le miel béninois est exportable sur le marché de l'Union européenne, et ceci depuis le 15 février 2018, après une annonce faite par la Commission de l'Union européenne qui place le Bénin sur la liste des pays dont le miel peut être commercialisé en Europe. D'un atelier à un autre, le Conseil national du dialogue social organise sur 3 jours un atelier au profit des membres des commissions administratives paritaires. Objectif, renforcer leur capacité en matière de dialogue social. Le Conseil national du dialogue social outille les membres des commissions administratives paritaires du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, puis du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Du 15 au 17 septembre, le CNDS se propose de renforcer leurs capacités. Ceci pour leur permettre de mener un dialogue social constructif et productif. Les objectifs fondamentaux de cet atelier qui nous réunit ici ce jour sont les suivants. Outiller les membres des commissions administratives paritaires, CAP, des deux ministères, à s'approprier leurs missions et à exercer au mieux leurs responsabilités. Familiariser les membres des CAP aux techniques de négociation, de prévention et de gestion des conflits. Ce sera aussi l'occasion de donner aux membres des commissions administratives paritaires les moyens d'appréciation du climat social au plan sectoriel. Pour les bénéficiaires de cet atelier, les 3 jours de travaux seront d'une grande utilité. Il nous permettra de nous assurer d'un climat apaisé, privilégiant l'excellence des relations entre administration et partenaires sociaux. J'apprécie cette approche, c'est Madame la ministre qui parle, inclusive, qui ouvre la voie de riches échanges. Il sera question au cours des travaux d'échanges sur les outils de performance d'une structure de dialogue social. Des thématiques d'actualité seront abordées pour mieux participer aux grandes décisions relatives aux politiques publiques. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro. Voilà, bien avant demain, Ingrid, tout à l'heure, quand il sonnera 13h, vous allez retrouver la rédaction de Canal 3 Bénin pour la grande édition de la mi-journée. À vous, nous disons merci beaucoup. Le temps de vous retrouver demain matin, toujours avec la forme. Et ce sera un plaisir de vous recevoir. Restez avec nous, mesdames et messieurs, dans un instant. Eh bien, nos débats vont s'ouvrir en plateau avec Moïse Dosoumou et Herman Parfait à Niambousson. On rappelle aussi qu'autre rendez-vous à prendre sur Actu Matin, c'est tout à l'heure, juste après le forum où nous allons recevoir en plateau le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, la CGTB. Il a nom Moudachiro Bassabi. Avec lui sera question de la dernière rencontre entre le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales. Nous irons donc en salle voir ce qui s'est passé. Restez avec nous. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Voilà,
Voilà, si vous nous rejoignez 7h42 sur Canal 3 Bénin, merci de vous installer. Nos débats s'ouvrent à partir de cet instant. Merci d'être là, Moïse Dossoumoun. Bienvenue à vous, Herman Parfait Niamboussou. Merci, bonjour Christian Dalé. Voilà, on va parler un peu de l'actualité politique avec cette ambiance préélectorale que nous constatons et qui s'anime de plus en plus. Le Bénin qui se prépare à élire son futur président ou sa future présidente, on ne sait pas encore. L'échéance est pour 2021, Herman Parfait Niamboussou, Moïse Dossoumoun. Et en politique, les acteurs qui s'activent, on a vu en temps les mouvements qui suscitent la candidature de tel ou tel. Cette fois-ci, ce sont les partis politiques qui entrent en scène. Un réveil, selon vous? Oui, il était temps qu'on voit les partis justement commencer par engager plus ou moins les grandes manœuvres. Ça a commencé timidement. Avec le temps, c'est sûr que ça va prendre beaucoup plus de l'ampleur. Vous avez déjà vu le BR qui s'est déjà mis en scène avec la mise en place de structures au niveau interne au parti, l'organisation des femmes et des jeunes. Oui. Après, le P également est entré dans la danse, mais pas forcément dans la même dynamique. Les FCB également sont en tournée. Le PND qui s'annonce d'ici 2 jours pour son université de vacances. Le DBR aussi qui était en temps prononcé, ainsi de suite. Donc, on sent que ça commence par prendre. Même si ce n'est pas encore les questions préoccupantes, les grands enjeux ne sont pas encore définis. Mais on sent quand même qu'il y a un réveil et c'est tout ce qu'on voulait. C'est tout ce que vous avez souhaité également? Non, moi je souhaitais plus que ça. Oui. Il ne s'agit pas pour un parti politique à quelques 7-8 mois d'une élection présidentielle, d'un enjeu présidentiel aussi fort, d'installer maintenant ces unités de base ou les structures de base, des organisations internes au parti. Pour moi pas, et vous avez bien fait de faire la question à Moïse de savoir si c'est un réveil. Pour moi, ce n'est pas encore le réveil que j'attends de ces formations politiques. Les mouvements politiques que vous avez jusque-là, jusqu'à il y a 2 semaines, qui ont commencé par se constituer, ont clairement dit qu'ils soutiennent une telle candidature. Il y en a qui disent, nous prenons pour la candidature de Patrice Talon pour acquise. Il y en a qui disent, nous lui disons que nous sommes derrière lui. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Pour nous, c'est clair à ce niveau. Aujourd'hui, les formations politiques profitent de l'installation des structures de base pour nous faire penser ou nous faire croire que la vie politique est ainsi animée, alors qu'à quelques encablures de cette élection, on aurait dû assister peut-être à des candidatures internes au sein de cette formation politique-là. La preuve, c'est que tout à l'heure, vous avez dit une présidente ou un président. Pourquoi pas? Pour qu'on évite d'avoir des menus fréquents à l'issue de cette élection présidentielle, de ces élections présidentielles comme on en a l'habitude au Bénin, pour que définitivement des femmes et des hommes puissent compétir, qu'on puisse avoir au plan interne des candidatures. Et comme ça, ce n'est que comme ça que le jeu démocratique sera ouvert, puisque là, n'oubliez pas que nous allons vers une élection où il y a la question du parrainage qui est là. Quand on vous suit, vous voulez qu'on aille vite dans le sujet, qu'ils aillent droit au but, qui nous parle forcément de la présidentielle, mais n'oubliez quand même pas que ce sont des partis qui sont nouvellement nés, même s'il y a certains qui ont déjà participé à 2 élections, notamment les législatives et puis les dernières élections communales, et nous sommes dans une réforme du système partisan où les partis politiques aujourd'hui sont en train de nous montrer une autre manière de faire la politique au Bénin, notamment le bloc républicain que nous avons vu à travers l'installation de ces structures de base. Moïse Dossoumoun. Je comprends un peu l'impatience de Yaman, mais même par le passé où les partis étaient en surnombre, on voit des candidatures un peu partout. Mais c'est souvent à la veille des élections que les candidats même se prononcent officiellement. Sinon avant, ce n'est que la même fois qu'ils s'animent, tel veut que tel soit candidat, tel fait des tournées, tel fait ci. Mais sans dire officiellement, je fais tout ceci pour ça. Ce n'est que l'UN en 2011 qui a désigné un candidat à 6 mois de l'élection. Sinon à part ça, la plupart du temps, c'est courant janvier, février, que les candidats s'annoncent pour masse. Donc je me dis que c'est plus ou moins la même dynamique. Encore que maintenant, la contrainte est telle qu'on n'aura à peine que 2 ou 3 candidats au maximum. Et quand la quasi-totalité des partis soutient le chef de l'État, lui demande de revenir et qu'il ne s'est pas encore prononcé, ce n'est pas évident que les partis se prononcent sans que lui ne se prononce d'abord. Donc c'est qu'il y a un peu cette torpeur-là. Ils attendent tous que le chef de l'État se décide maintenant avant de venir parler. Donc cette contrainte fait qu'on va observer plus de lourdeur que par le passé. Au sein de ces partisans? Forcément, les partis politiques les mouvements demandés oui. qui reviennent. 2 partis qui ne sont pas, qui sont des poids plumes, on dit nous voulons qu'ils soient là. Mais les partis qui pèsent juste là attendent que le chef se prononce avant de dire oui, nous t'accompagnons. Non, si le chef ne veut pas, voilà, nous allons dans telle direction. Oui. Tant que ce ne sera pas fait, n'attendons pas que les partis, notamment l'UP et le BR,
se prononce, ce ne sera pas évident. Alors, nous avons vu l'occupation du terrain, ce que vous ne partagez pas. Vous avez souhaité qu'on aille plus loin et que les partis se prononcent véritablement sur la prochaine élection présidentielle. Ces partis politiques, partisans du chef de l'État, sont-ils tenus par le chef de l'État à ce point? Est-ce que de l'autre côté, au niveau des autres formations politiques telles que le Parti du Renouveau démocratique, la Force Cori pour un Bénin émergent, les démocrates qui sont en gestation, le MPL, l'UDBN et autres, on peut prendre le devant des choses? Dans un passé récent, un peu comme l'a rappelé Moïse, c'est que nous avons plusieurs partis politiques, mais à quelques encablures des élections présidentielles, on pouvait déjà avoir le profil de la candidature à l'interne. Un peu comme il a dit, à l'Union fait la nation, on savait déjà à peu près pour qui est-ce que l'Union fait la nation avait travaillé dans la période. On savait également pour d'autres formations politiques qui étaient très ancrés sur le terrain. On savait également qui à peu près pouvait être candidat. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte un peu différent où nous allons vers une élection où on a le ticket présidentiel, c'est-à-dire le président et le vice-président. Et il est également dit, il est interdit désormais la constitution des alliances pour soutenir une candidature. Ça veut dire que le BR a beau être un parti qui soutient le chef de l'État, l'UP a beau être également un parti qui soutient le chef de l'État, le Moël Bénin, UDBN, il ne peut plus s'associer, mais nous formons une alliance pour soutenir Patrice Talon. Il ne peut plus le faire. Et chacun, à son niveau, doit soutenir la candidature et travailler à ce que la candidature puisse porter. Et donc, l'histoire de ticket présidentiel fait que ça fait jaser beaucoup. On se demande aujourd'hui dans les rangs qui peut porter la vice-présidence, qui peut porter la présidence. Est-ce que c'est sûr et certain que le débat se mène déjà au sein des états-majors de ces différentes formations politiques. Il y a tellement de questions aujourd'hui qui taraudent l'esprit et donc la population béninoise est pressée de savoir ce qui se passe, ce qui se trame pour pouvoir se décider parce que justement, quand on voit un certain joueur là, il va sur le terrain qui multiplie des rencontres, on se pose des questions. D'où est-ce qu'il va tirer les parrainages? Il fait partie d'abord de quel parti politique? Le parti FCBE qui dit, voilà, nous aussi, pour les parrainages, restez tranquilles, on les aura. Et dans le même temps, il y a le PRD, vous avez reçu d'ailleurs vous Arabe, sur ce plateau, il dit que le PRD va tirer les conséquences de ce qui s'est passé pour les communes. Ça veut dire que depuis jusqu'à présent, le PRD n'a pas encore tiré les conséquences. On attend, le PRD c'est dans quelques jours, et je pense qu'à partir de demain, on est pressé de voir beaucoup de choses vont démarrer. Alors, allons voir un peu, quel parti a de l'avance sur l'autre aujourd'hui? Quand on regarde un peu ce qui se fait sur le terrain. Je rappelle que le BR qui dynamise ses structures de base, on a vu l'autre formation politique, l'Union progressiste, qui va au contact de ses militants. Nous avons vu les Forces Cori pour un Bénin émergent faire la même chose. Les démocrates, quelque part dans le Nord également, dans la 8e circonscription électorale, avec Djibril Debourou qui a réuni les militants de cette formation politique qui attend ces documents. Nous avons vu également l'UDBN, le MPL et bien d'autres formations politiques. Restaurer l'espoir, à part que son président se prononce à travers des posts sur Facebook. On ne le voit véritablement pas occuper le terrain politique. Alors, lorsque vous faites le point de tout ce qui se fait, quelle formation politique a de l'avance sur l'autre? Non, moi, je ne parlerai pas d'avance. L'évidence, c'est que l'UP et le BR sont bien assis. On n'appelle pas ça de l'avance. Quand on voit les faits, ça, ce n'est pas de l'avance, c'est qu'ils sont incontournables. Les autres ne peuvent pas le dévancer aujourd'hui. Demain, ça peut changer. Mais à l'heure actuelle, je ne parle même pas d'avance pour ces deux partis. FCBE peut-être fait l'effort parce qu'il a eu quand même un score acceptable d'aller un peu vers ces partis, même si la distance est encore très loin. Donc, en termes d'influence, en termes d'assises, je ne vois que ces trois partis-là. Le reste devra attendre que des élections se fassent par la présidentielle parce que même s'ils y participent en soutenant un candidat qui gagne, on ne pourra pas quantifier le rapport. Il faudrait qu'ils aient des élections communales législatives pour qu'on apprécie maintenant quelle est leur place au niveau de l'échiquier politique. Si pour l'instant, il n'y a pas d'avance, il n'y a que le P, le B qui règne en maître, et le reste, c'est juste des figurants pour l'instant. Oui, Herman. Oui, parler d'avance, c'est occulter la question du parrainage. Parce qu'effectivement, des mouvements sont sur le terrain, ils travaillent vraiment à ce que Patrice Talon soit candidat, ils travaillent vraiment à ce que Patrice Talon puisse voir son mandat renouvelé en 2021. Mais il y a aussi que ceux que nous pourrons appeler partis politiques qui ont des poids plumes travaillent résolument aussi en leur sein. Vous avez, c'est vrai qu'il y en a qui font appel aux médias pour montrer que on occupe le terrain, mais n'oubliez pas, c'est la force de frappe de l'IDBN, encore que
que il y a aussi Moël Bénin qui travaille sur le terrain, qui vous voyez que ça multiplie. Et qui a désigné, lui, et qui a désigné sa candidature. Oui. Et donc, du coup, ce qui fait que les forces politiques n'eût été cette question, cet obstacle, j'allais dire, j'utilise un peu le mot comme ça, de parrainage, les partis politiques auraient pu se voir dépouillés totalement de leur habit, de leur manteau, parce que les mouvements sont sur le terrain et travaillent résolument déjà sur le terrain. Donc vraiment, pour parler de qui a l'avance sur le terrain, on va dire wait and see. Wait and see, donc on attend de voir. On va changer de sujet très rapidement. On va passer à un autre sujet. J'ose croire que vous ne le faites pas, Erban Parfait, à Niamoussou. Rejeter les billets de banque. Vous le faites? Bon, quand les pièces usées. Dès lors que vous prenez l'argent et que vous voulez donner à une autre personne, la personne refuse, vous voulez que j'accepte? C'est ça l'interrogation. Parce que vous avez de l'argent, mais qui perd de la valeur juste parce que c'est usé, parce qu'on n'arrive plus à lire les écritures là-dessus. Alors que moi, je ne suis pas fabricant de monnaie, je ne frappe pas de monnaie, je ne frappe pas des billets. Donc, c'est ça, en fait, c'est une habitude qui a duré dans le temps. Alors même que, durant, je ne sais pas de l'apologie que je fais, mais dans le Nord, vous voyez rarement des bonnes dames refuser des pièces d'argent ou des billets, même quand c'est discuté. Parce que justement, dès le bas âge, on leur a dit de ne pas refuser les pièces d'argent. Mais ce n'est qu'à Cotonou, dans une bonne partie du pays, dans une bonne partie du pays, que vous allez constater que par le ministre de l'économie et des finances. J'aimerais vous faire la question de savoir, est-ce que vous avez jamais assisté à une bagarre entre un zème et sa cliente lorsque celle-ci lui tend, par exemple, une pièce de monnaie usée, altérée, ou encore un billet froissé? Non, ça, ce n'est même pas encore là qui déclenche la bagarre. La bagarre intervient après quand la cliente dit que je n'ai que ça sur moi. C'est là qu'on voit la bagarre, justement. Sinon, quand la cliente a la possibilité de lui donner d'autres billets, mais une autre pièce, il y a le Sénat est clos. Mais quand vous demandez à moi s'il refusait des billets, il m'est arrivé de le faire par le passé. Mais de plus en plus, je me suis dit, ce n'est pas la peine de perpétuer cette pratique. Mais c'est pas votre faute? Oui, c'est pas ma faute, mais il faut identifier les rares commerces qui acceptent encore ces choses-là. Et vous portez. C'est vrai que c'est compliqué. Quand vous n'avez pas beaucoup en poche, ce n'est pas évident de mettre le peu de côté pour dire, bon, j'irai acheter à tel endroit spécifiquement. Parce que là, on ne refuse pas les billets, c'est compliqué à faire. Ou bien j'attends de faire le tour de 3 Ouida pour remettre ça pour péage. Voilà, exactement. Ou bien, mais enfin, on ne va pas faire de la publicité. Mais il y a quand même des commerces clés qui ne refusent jamais l'argent, quel que soit l'état, ils prennent. Ou bien encore, quand vous êtes plus ou moins organisé, mais là encore, il faut avoir un peu, mettre au moins les billets froissés aux pièces de côté, à la BCAO, ça c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas si évident que ça. Donc les gens sont un peu plus dans un certain engrenage. Vous êtes torturé parce que vous n'avez pas d'argent, mais vous ne pouvez pas en dépenser. Et quand vous n'avez presque rien en poche, c'est vous vous demandez, mais pourquoi j'ai l'argent lorsque je ne peux pas au moins sortir acheter pour 200, 500 000 francs? C'est hyper compliqué. Et vous commencez par faire des calculs. Vous commencez par réfléchir, attendre la nuit tomber, jouer la vigilance. Pour prendre de l'essence. Vous êtes torturé. Même les vendeurs d'essence. Vous êtes torturé pour gagner de l'argent. Maintenant, pour le dépenser encore, c'est une autre torture. Mais c'est terrible cette affaire-là. Donc, je pense que le communiqué est bien arrivé. Maintenant, il faut aller au-delà et faire en sorte qu'il soit respecté. Sinon, ça va rester sur papier. Justement, je pense que par le passé, il y a eu des communiqués de ce genre, mais qui sont restés lettres mortes. Et donc, comme l'a dit Moïse, je plaide pour que qu'on aille loin et qu'on puisse sanctionner, sévèrement sanctionner ceux qui, ou ces dames qui s'adonnent à de telles pratiques. Parce que justement, quand on vous refuse un peu les pièces de monnaie dans vos mains, alors que vous n'avez que ça pour acheter, vous venez au boulot le matin, vous devez prendre de la bouillie, du diablo, du diablo chaud, de la bouillie, et vous n'avez qu'une pièce de monnaie, 500 francs. C'est une torture morale, et vous réfléchissez parce que vous dites que la bonne dame, elle ne va pas accepter. Elle ne va pas accepter naturellement parce qu'on lui a dit, on lui a appris depuis le bas âge qu'il ne faut pas accepter les pièces de monnaie usées, parce que la transaction se faisant d'une personne à une autre, quand elle va remettre à une autre, non, votre pièce là, c'est pas bon, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je pense que c'est bien le communiquer, mais il faut aller loin en faisant en sorte que le communiqué soit appliqué dans les moindres détails. Oui, bien avant l'application, la sensibilisation, est-ce que ce n'est pas important? Parce que, bon, le communiqué, ça reste un communiqué. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas faire des éléments visuels, audio et autres pour véritablement sensibiliser nos populations? Aller même demander aux élus locaux, aux collectivités locales d'entrer dans la danse pour montrer véritablement à nos concitoyens qu'on ne refuse pas une pièce de monnaie, quelle que soit sa qualité, ou un billet de banque, quelle que soit sa qualité, en dehors des faux billets. Justement, c'est ce qui manque justement à l'acte qui a été pris par le gouvernement. Et j'ose croire qu'ils sont dans cette dynamique au niveau du ministère des Finances. Sinon, ce serait juste un communiqué pour la forme. Et même les personnes plus ou moins lettrées, même qui ont pris connaissance du communiqué,
continue de perpétuer la pratique. C'est clair. Tout juste hier, moi, j'ai voulu prendre des unités. J'ai sorti un billet de 2000 qui était un peu froissé, légèrement déchiré. Le gars m'a dit oui, j'ai lu le communiqué, mais je ne prends pas. Quel moyen j'ai pour le contraindre justement à effectuer la transaction? J'ai repris tranquillement mon billet, j'ai continué mon chemin, en espérant le faire dépenser ailleurs. Et c'est ça le drame. Même ceux qui ont lu et qui savent qu'ils sont plus ou moins lettrés ne veulent pas faire ça. Alors, quid alors des autres qui ne connaissent pas papier, comme on dit, et qui ne veulent pas entendre ça de cette oreille? Donc, il faut aller vers ces gens-là, porter l'information, faire le suivi, et si possible, sévir, parce que cette pratique est punie. Donc, il faut aller jusqu'au bout pour que les gens ne commencent pas à comprendre que c'était une erreur de procéder ici et que désormais, il faut faire autrement. Est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à une politique monétaire au niveau des banques? Demander à ceux qui ont ces billets usagés, froissés, ces pièces de monnaie qui sont tout le temps refusées, qu'on les retire un peu de la circulation et qu'on en mette de nouveau, Herman? Droit laisser l'ex, la question que je me fais également, c'est de savoir si le droit monétaire ou le code monétaire, tout ce que vous voulez, a prévu des sanctions à l'endroit de ceux qui refuseraient des pièces de monnaie parce que, comme l'a dit Moïse, vous allez prendre des unités quelque part, le gars refuse, allez ailleurs pour faire votre achat. C'est peut-être ce que les pratiques recommandent. Mais je me dis, comme vous l'avez dit également, il faut peut-être une politique monétaire pour peut-être demander à ceux qui ont encore des pièces usées, des pièces de monnaie usées, des billets de banque légèrement déchirés mais qui portent encore leur valeur monétaire. On peut dire mais voilà, allez dans telle unité, allez dans telle banque, allez dans telle chose pour procéder aux échanges. Ou alors même demander à des chefs quartiers de collecter ces sous-là et de les amener pour qu'on puisse les... Parce que justement, comme l'a dit Moïse, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Moi j'ai mon commerce et vous êtes le premier client qui vient chez moi et vous me présentez une pièce de 500 francs qui... Bon, justement... Non, c'est notre sociologie, c'est nous-mêmes qui avons créé ça. Donc, justement, on se posera des questions. Et bonjour les dégâts, je vais refuser, alors même que le communiqué a refusé. Je pense qu'on devrait, c'est vrai, j'ai parlé tantôt de la sanction, mais je pense qu'il vaut mieux mettre en place une politique pour ramasser, pour retirer de la circulation ces pièces. Et ça, ce serait que service rendu. Si on le fait, ça peut porter, mais ce sera ponctuel. Parce qu'au fil du temps, il y aura d'autres pièces usées, d'autres billets français. Comment est-ce qu'on fait? Il vaut mieux mettre dans la tête des gens que quel que soit l'état du billet, quand il n'est pas un faux, il faut le prendre. Et peut-être trouver des mécanismes au niveau des gros commerçants pour qu'ils aillent faire l'échange. Même si on dit d'aller vers les banques primaires, vous allez voir la ruée au niveau de cette guichet. Alors que ce n'est pas une activité traditionnelle de la banque. La banque ne gagne rien. Donc ce n'est pas évident qu'elle prenne des charges rien que pour ça, alors qu'elle n'en tire aucun profit. Donc la parade, c'est d'aller à la BCAO. Mais combien de gens connaissent la BCAO? Combien de gens sont prêts à y aller? Encore que ce n'est pas tous les jours que ça se fait là-bas. Il faut d'abord connaître le jour, les horaires, s'y rendre. Ce n'est pas évident, c'est que c'est trop demandé aux gens. Et il y a même un crime que moi j'appelle le crime. Vous allez dans certaines structures, au niveau de certaines pharmacies, on sait bien que c'est un billet froissé, que c'est presque altéré, mais on vous donne ça comme monnaie. Alors que dans mon entendement, ces structures devraient normalement récupérer ces fonds et aller changer parce qu'elles ont plus de facilité à le faire. Mais elles remettent ça en circulation, sachant bien que leur état est très dégradant. Moi, j'appelle ça un crime carrément. Je pense qu'il faut travailler de ce côté-là aussi, que ces structures qui ont plus de facilité à arriver à la BCA avec les banques primaires pour faire des dépôts, puissent collectionner au moins ces trucs-là quand on vient acheter chez elles et aller faire les dépôts, parce que la valeur est la même. Mais demander aux gens d'aller à compte-coûte à la BCAO, ce n'est pas évident. Voyez même la distance quand vous êtes très loin. Allez peut-être prendre un taxi, rien que pour changer un billet de 1000 francs, de 2000, ce n'est pas évident, c'est trop demandé aux gens. Donc je pense que... Autant remettre le billet aux émissions où on t'a dit, vous dit, bon, je pense qu'au niveau des banques premières de certains commerces, ça peut se faire de cette manière-là, qu'on permette aux gens de venir acheter avec ces billets-là, et que ces commerces maintenant acheminent ces billets soit avec les banques primaires, soit avec la BCAO, ce sera plus pratique. Voilà. Un autre aspect de ce communiqué qui parle de sanctions suivant la réglementation. Alors, comment va se faire le contrôle sur le terrain? Qui va se plaindre de qui? Non, je pense que déjà dans le marché, il y a des points focaux, il y a des responsables des marchés. Oui. Si l'information est vraiment parvenue dans ces marchés-là, que les points focaux l'ont ventilé et que le client se trouve en difficulté, il peut s'orienter vers ces gens-là pour se dire, voilà, j'ai acheté chez telle personne qui refuse de prendre telle pièce ou tel billet. Je pense que ça peut se régler sur place. Mais bien, mais carrément des numéros verts, mais là encore, je doute. C'est compliqué. On connaît bien l'expérience. Je veux dire, au niveau des marchés, au moins, peut-être pas, je ne dirais pas par hangar, mais peut-être pas aller. S'il y a des gens qui sont identifiés pour le suivi, ça peut peut-être prospérer. Bien au niveau de certaines pharmacies, bien supermarchés, quand vous y allez que par hasard refuser pour la possibilité d'appeler et de dire je suis à tel endroit, c'est tel supermarché, c'est telle pharmacie qui refuse, je pense que ça peut aussi amener les gens justement
à commencer par changer d'habitude. Non, je pense autant on demande de sanctionner ceux qui refusent des pièces de monnaie, il faut peut-être travailler au niveau des banques à ce que dans les transactions, que quelqu'un qui vient à la banque pour faire un retrait, qu'on ne puisse pas lui remettre des billets de banque en sachant bien que ces billets-là vont poser problème une fois dans la circulation, parce que le gars qui se lève le matin, qui n'a que 2000 francs sur lui, 2000 francs dont les deux du 2000 sont déjà totalement partis, il se demande s'il a vraiment de l'argent en poche ou s'il doit marcher de sa maison. Ou s'il a un billet scotché de part et d'autre. On regarde, on le remet. Donc je pense qu'on met les gens en difficulté. Il faut travailler, à mon sens, à ramasser. Et la politique monétaire, ça le permet, à demander qu'on ramasse tout ce qu'il y a comme billets et interdire ou demander aux banques de faire en sorte que les billets de banque, les pièces qui sont déjà usées, la dame, même quand vous remettez ça, elle prend la pièce, elle regarde, elle vous dit, bon monsieur, il n'y a que ça. et vous demandez si vous avez de l'argent ou si c'est du béton avec que vous avez. En sachant ce qui vous attend par la suite dans son utilisation. Mais il y a un autre phénomène qui favorise ça. Il y a des gens qui ne savent pas, disons, conserver l'argent. Oui. Vous avez un billet de banque tout neuf, craquant, vous le mettez à une bonne dame, vous mettez un froissard devant vous, et puis ça accélère justement la dégradation des billets. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille sur ce côté-là aussi, que les gens sachent comment conserver l'argent pour que la valeur dure le plus longtemps possible. Parce que c'est aussi de l'argent qu'on éjecte dans les banques d'émission pour sortir les billets, les pièces. Absolument. Donc si ça se détériore très vite, c'est une autre charge au niveau de la banque centrale. Donc il faut qu'on travaille également sur ces pratiques-là. Faire en sorte que les billets tout au moins ne soient pas froissés à tout va, comme on le fait, qu'on puisse les conserver pour qu'ils puissent durer le plus longtemps possible. Il faudra donc un coup pour apprendre à nos concitoyens à garder les billets de banque. Vu que nous avons une certaine ingéniosité qui se développe aujourd'hui au Bénin, je pense à une machine que le gouvernement pourrait faire concevoir par les sachants béninois, qu'on positionne à des endroits bien clés, pour que celui qui a une pièce puisse aller remettre et changer avec une autre pièce de monnaie. Tout ça là, c'est possible. Ça aussi, ça fait des charges pour l'État. Voilà. En attendant, dans un instant, on va recevoir notre invité du jour, Moudachiro Bachabi, syndicaliste et secrétaire général de la CGTB, la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin. Mais avant de vous libérer, notamment Moïse Dossomo, puisque vous serez avec moi pour recevoir l'invité, eh bien, on va parler de cette actualité liée donc au fonds alloué aux communes pour emploi dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, une répartition faite suivant la taille des communes. L'objectif du gouvernement en mettant à disposition ces fonds est de soutenir autrement les populations qui ont subi les effets néfastes de la pandémie. Bonne action de la part du gouvernement. Oui, bonne action, c'est une action sociale de plus. C'est ce qu'on a toujours souhaité d'ailleurs, parce que ces fonds serviront justement à ces communes-là de soutenir les personnes qui se trouvent dans leur localité, qui ont le plus subi justement, disons, des pertes économiques liées à la pandémie. Donc, la pandémie maintenant commune, d'identifier ces cibles-là et d'essayer de faire une répartition plus ou moins équitable afin que le maximum de personnes en détresse puissent bénéficier justement de cet énième acte de générosité du gouvernement. Ça va aider certains qui sont carrément tombés d'essayer de se relever quelque peu. Parce que quand vous êtes en détresse suite à un fait qui ne vient pas de vous, dont vous n'êtes pas responsable et qu'on vient vous aider, c'est qu'on vous permet de vous relever un peu. Donc, il faut espérer que les communes ne fassent pas autre chose de ces sous-là et que ça aille directement vers les bénéficiaires pour que le tissu économique local soit rapidement retoffé. Voilà, justement, lorsque vous parlez de la gestion de ces fonds, d'abord, allons voir la stratégie adoptée par le gouvernement en plaçant ces fonds par le mécanisme du fonds d'appui au développement des communes, le FADEC. Est-ce que vous pensez que la formule trouvée par le gouvernement est la meilleure ? Formule meilleure, oui. Sauf que dans l'application, beaucoup de choses peuvent se passer. Dès lors que nous avons à la tête de nos communes des maires qui ont un bord politique, il est fort à craindre que ces maires puissent, au lieu d'aider les personnes qui ont été frappées sérieusement par ce cas de force majeure, le coronavirus, que ces maires puissent plutôt faire un clin d'œil à leurs militants ou à leurs mandants, à ceux qui ont travaillé, à ce qu'ils soient là. Une manière pour eux peut-être de bien s'asseoir, une manière pour eux de montrer que oui, vous m'avez élu et donc je vous retourne l'ascenseur. Je pense que le gouvernement doit veiller, et je ne vais pas espérer, je demande qu'on mette en place une structure ou des structures de contrôle pour veiller à ce que ce soit vraiment les personnes qui ont été
touchés d'une manière ou d'une autre par le coronavirus, qui puissent bénéficier de ces fonds-là et qu'on ne les utilise pas à d'autres fins. On n'oublie pas que dans ce communiqué signé à Alassane Seydou, que le cadre est bien tracé. On sait ce à quoi sont véritablement destinés les fonds, un peu pour supprimer un peu vos inquiétudes. Justement, et dans ce cadre, on pourrait faire appel aux structures du ministère de la Santé, aux hôpitaux de zone qui ont eu à traiter de ces cas pour que justement ces fonds soient utilisés à bon escient. Merci beaucoup, Herman. Vous restez en place. Nous allons recevoir notre invité du jour, Moudachiro Bassabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, la CGTB, négociation gouvernement-syndicat. La première session s'est tenue donc vendredi dernier. Est-ce que cela s'est bien passé? Quelles sont donc les conclusions et à quoi devons-nous nous attendre? Eh bien, ce sont des questions que nous poserons à notre invité tout à l'heure. Moïse Dossoumo, merci beaucoup. Très bonne journée du jeudi à vous. La pub. À leur naissance, pendant leur enfance, tout au long de leur formation, à toutes les étapes de leur vie, nous étions là. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Donnons-leur les moyens de s'épanouir. Faites le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Utilisez la méthode contraceptive LAAFIA de votre choix. Les méthodes contraceptives LAAFIA sont disponibles dans les pharmacies, centres de santé et cliniques pro-femmes. LAAFIA, le bonheur de votre famille. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syst Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syst LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63.
Carrefour des grandes marques. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contactez 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Et voilà, dans quelques petites minutes, notamment il sonnera 8h15 sur Canal 3 et sur Actu Matin. Merci de nous rester fidèles. Bonjour, bienvenue à vous, Mounachiro Bassabi. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes secrétaire général de la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, la CGTB. Voilà, une maison syndicale que vous dirigez depuis un bon moment, mais on ne vous en parle trop sur le terrain. Oh, merci beaucoup. Je crois que vous abordez là une question en lien avec la vie syndicale en général au plan national. Mais je voudrais, avant d'aborder ça, rendre grâce à l'Éternel qui m'a permis d'être de nouveau avec vous et aussi saluer vos téléspectateurs. Et dire merci pour leur indulgence à mon égard et puis, disons, toutes les prières dont j'ai été l'objet pendant que j'étais malade. Ah oui, vous avez été malade, oui. Alors, cela dit, je crois que non, l'organisation syndicale aujourd'hui mérite d'être gérée avec assez de tact et de méthode. Vous devez comprendre que nous avons tout le temps travaillé et nous sommes restés longtemps au laboratoire. Et ça fait quand même un bout de temps que nous sommes sortis. Vous savez très bien que désormais nous avons un cadre de concertation et d'unité d'action syndicale qui regroupe 6 confédérations sur les 7 au niveau du pays. Et donc, nous avons décidé de structurer l'action syndicale et d'agir avec plus d'efficacité et d'efficience pour avoir de meilleurs résultats. Et donc, ce cadre de concertation s'est doté de comités pour régler un certain nombre de problèmes. Nous avons un comité qui est en charge de l'économie informelle. Vous savez très bien que notre économie est majoritairement dominée par l'informel et que de ce point de vue, ces travailleurs méritent d'être pris en charge. Nous avons également un comité qui, de plus en plus, se penchera sur l'égalité, les droits humains, pour permettre quand même qu'on recentre un peu les déviances et qu'on puisse être proactif par rapport à tout ce que nous déplorons. Nous avons également un comité qui a à charge, disons, les questions budgétaires et les revendications. Vous comprenez très bien qu'on ne peut plus continuer par revendiquer lorsqu'on n'a pas pris des dispositions à l'avance pour qu'on ne soit pas devant le fait accompli. Il faut désormais travailler le budget. Nous avons également un comité qui de plus en plus va travailler sur l'employabilité des jeunes parce que la relève pose un certain nombre de problèmes. Vous savez que les recrutements sont gelés. Nous devons travailler pour qu'il y ait vraiment des recrutements qui permettent aux jeunes de se positionner. Et nous avons également un comité qui travaillera de plus en plus sur la capitalisation de nos actions et qui va travailler sur la communication syndicale pour que nous soyons plus compris, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il semble qu'on n'est pas sur le terrain, parce que justement, on a rompu un peu avec le vacarme habituel. C'est tout à fait normal qu'on vous explique désormais et que les hommes des médias soient impliqués dans la logique que nous défendons désormais. Ce cadre ainsi, le cadre ainsi conçu, est-ce que ça ne vous enlève pas à chaque organisation syndicale son autonomie, sa volonté, son objectif de départ? Vous savez, nous avons des mandats. Et notre mandat, ce n'est pas de promouvoir notre autonomie. Notre mandat, c'est d'agir au mieux des intérêts de ceux qui nous ont élus, de ceux qui nous ont fait confiance. Et donc, par conséquent, lorsque vous avez cet objectif-là, si le prix à payer, c'est de rester dans un creuset qui est plus efficace, plus fort, pourquoi pas? Puisque de toutes les façons, ce que nous recherchons, c'est beaucoup plus de résultats, un dialogue social mieux structuré qui permette à l'action syndicale d'être vraiment une action qui permet de faire épanouir, disons, les travailleurs dans leur lieu de travail, dans leur domicile et partout où ils sont. L'unité d'action syndicale que vous êtes en train de prôner, vous dites désormais que le cadre de concertation, c'est un cadre de concertation et d'unité d'action syndicale. Par le passé, on en a connu.
Est-ce que vous avez eu le temps d'évaluer cette unité d'action syndicale? Non, il y a eu des actions sporadiques, c'est-à-dire de façon périodique, des actions conjoncturelles qui ont permis des mises en commun d'énergie. Mais cette fois-ci, je vous parle d'une structuration. Cette structuration n'a jamais existé. C'est-à-dire que nous sommes dit, c'est vrai, il faut agir ensemble, mais il ne faut pas agir seulement devant la nécessité. Il faut inscrire l'action commune dans une durée avec des objectifs et un cahier de charges clair, et c'est ce que nous avons tenté de faire, et c'est ce que nous faisons désormais, pour tirer leçon justement de ce que se mettre ensemble de façon conjoncturelle n'a toujours pas payé. Et ça dit que désormais vous rejoignez un peu cette réforme, c'est un partisan qui veut qu'on se retrouve en grand bloc, et donc il n'y a plus de CITB, il n'y a plus de l'UNSTB. Nous ne sommes pas dans l'unité organique. C'est tout à fait différent. De deux, nous ne réagissons pas à une injonction. Vous savez très bien de quoi je parle. De l'autre côté, c'est une injonction qui a permis aux gens de se mettre en discipline. Ça, c'est un autre débat. Ici, c'est une discipline librement consentie, mais qui n'enlève pas le statut de chaque organisation. Donc, on n'est pas dans l'unité organique, mais dans une unité d'action pour mieux produire. Alors, on va revenir maintenant à ce qui s'est passé il y a cela quelques jours, notamment le vendredi dernier, où vous êtes retrouvés aux côtés des membres du gouvernement pour la tenue de la première session ordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et négociation collective gouvernement-syndicat. Au titre de l'année 2020, nous sommes en septembre et on parle de première session. La seconde va se tenir quand? D'abord, dites-nous, pourquoi c'est maintenant que vous vous retrouvez? Bon, vous savez, tous, nous avons... D'abord, le dialogue social était déjà en difficulté dans le pays. Maintenant, Covid-19... Malgré tout ce qui a été fait... Oui, Covid-19 s'est invité. Et donc, le prétexte, il est là pour tout le monde. Et on a pendant longtemps évité, disons, le contact physique. Bon, maintenant que les mesures barrières sont entrées dans les mœurs, je crois que c'est ça qui justifie ça. Et on ne pouvait pas faire une négociation de cette ampleur-là, par visioconférence. Vous comprenez qu'il y a des activités qui ne seront jamais compatibles avec ce mode de fonctionnement. Cela dit, nous étions, comme vous l'avez dit vendredi passé, à la première session. Cette première session, à l'ordre du jour, il y avait 5 points. Le premier point, c'était de faire le point des préparatifs de la rentrée scolaire. Le second point, il fallait examiner, faire un état des lieux en ce qui concerne la satisfaction des revendications antérieures, les doléances. Le troisième point, c'était de retourner sur l'évaluation des enseignants, pour voir un peu là où nous en sommes et qu'est-ce qui reste à faire, et comment faire. Le quatrième point, c'était de voir un peu les avancements, enfin tout ce qui est en rapport avec la carrière des agents, les avancements, les arriérés salariaux, qu'est-ce qui sera possible, et forcément en questions diverses, on pourrait aborder un certain nombre d'aspects qui auraient échappé à ces différents points. Justement, nous venons de boucler une année scolaire et une autre qui démarre dans pratiquement moins de 2 semaines maintenant. Vous avez fait le point des préparatifs de la rentrée. Mais d'abord, pour le déroulement de cette année scolaire toute particulière avec la crise sanitaire mondiale, la pandémie du coronavirus, comment est-ce que vous l'avez vécu en tant que responsable syndical? Est-ce que vous avez porté vos observations à l'endroit du gouvernement à cette occasion? Ouais, vous me donnez l'occasion de remercier les enseignants pour le sacrifice consenti. Également les agents de santé, parce que nous sommes tous des travailleurs, mais nous savons très bien que face à cette pandémie-là, nous n'avons pas été sollicités de la même façon. Mais cela dit, vous avez vu, nous, en tant qu'organisation syndicale, que ce soit la CGTB pris isolément ou la CGTB avec les autres partenaires que sont la CSA, CSPIB, CSUB et puis UNSTB, COSI Bénin, nous sommes restés dans une logique, disons, de contribution pour juguler la pandémie. Nous n'avions pas recherché la petite bête dans tel ou tel aspect de ce que tel aurait fait ou n'aurait pas fait, parce que la pandémie est quand même un enjeu national. Ça ne peut pas faire l'objet de chantage. Donc nous avons, autant que faire se peut, apporté notre contribution pour accompagner nos militants, nos populations, pour que nous puissions faire le moins possible de dégâts. C'est vrai, il y en a eu, c'est vrai, le gouvernement a fait ce qu'il pouvait faire, ce n'est pas à la hauteur de nos attentes, mais ce n'était pas nécessaire pour nous de rester à pleurnicher, c'était juste de faire ce que nous avons. Et je crois qu'en son temps, nous avions fait ce que nous pouvons faire, on a essayé d'accompagner par les masques, tout ce qu'il y a comme dispositif, nous avons fait. Et notre régional également, la CSI, nous a appuyés
pour que nous puissions aller dans ce sens-là. Donc, globalement, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avions fait ce que nous pouvions faire. Bon, et les infrastructures ne sont pas toujours adaptées pour la distanciation sociale, la distanciation sanitaire. Mais qu'est-ce que nous pouvons? Le mal, il est là. Ce que nous prescrivons tout le temps, c'est la prudence. Et je crois que nos enseignants ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Bon, l'année a été sauvée. Bail que bail, les résultats sont ce qu'ils sont. Vous les avez appréciés, vous tous. Mais je crois que nous devons continuer à mettre la pression et faire en sorte que, au fur et à mesure, que l'école ne soit pas vraiment pris d'assaut par ce mal. Justement, le 8 septembre prochain démarre la nouvelle année scolaire. Vous avez parlé de préparatifs. Quels sont les points, les aspects que vous avez abordés avec les membres du gouvernement à cette rencontre? Bon, et je dois dire que cette session s'ouvre quand même sous des auspices qui nous permettent d'espérer. Pourquoi? Parce que c'est la toute première fois quand même que le gouvernement nous a associés à l'élaboration de l'ordre du jour. Habituellement, bon, mais on vient vous présenter l'ordre du jour. On vient nous présenter l'ordre du jour, mais cette fois-ci, nous avons été consultés. Donc, il faut retenir que les points qui sont là... C'est un point positif pour vous. Ça veut dire simplement que, contrairement à ce que les gens pensent, nous sommes là et nous comptons et les gens savent qu'il faut compter avec nous. Ce n'est pas encore ça. Mais le fait de l'avoir déjà fait montre que ça fait que donc même le débat sur l'ordre du jour, on a fait des clarifications pour nous assurer que cette synthèse qui est faite regroupe un peu nos préoccupations. Je crois que dans l'ensemble, à 95%, ça regroupe nos attentes. Et puis ce qui ne transparaît pas, on verra ça en divers, conformément à l'entente que nous avons eue. Alors, la rentrée, elle a été préparée comme d'habitude. Comme d'habitude, avec cette spécificité que nous avions insisté pour voir un peu quelles sont les mesures supplémentaires qui sont prises en ce qui concerne la pandémie et, disons, le déroulement de l'enseignement. Vous savez très bien que l'université est totalement en ligne. Tout à fait. Donc, à partir de ce moment-là, bon, je crois que les promesses qui ont été faites pour renforcer l'accès à cette connaissance en ligne, bon, ce n'est pas suffisant. Le gouvernement parlait de 147 millions pour renforcer cet accès-là. En ce qui concerne les préparatifs ordinaires qui sont à la rentrée, au niveau du secondaire comme du primaire, les dotations habituelles ont été mises en place. Et nous avions insisté pour dire que maintenant que nous sommes dans un contexte de pandémie et que nous devrions véritablement vivre avec encore pendant longtemps, il faut que même nos infrastructures commencent par s'adapter. Et que nous avons recommandé au gouvernement de faire en sorte que pour les prochaines commandes, par exemple des meubles scolaires, au lieu que ce soit des tables bancs comme c'est le cas, est-ce que nous ne pourrions pas retourner aux tables individuelles et chaises? Voilà, c'est une question que nous avons évoquée. Et sur ce débat, qu'est-ce qui a été dit? Non, je crois que le gouvernement n'était pas venu avec une solution toute faite. Ce qui est sûr, il y a eu bonne note. Ils ont pris bonne note. Et on verra ensemble, puisque nous sommes encore des partenaires. Donc, nous allons continuer par réfléchir à ce qui sera possible. De l'autre côté, il y avait la question, l'épineuse question des aspirants qui sont dans une situation qui n'est pas confortable en ce qui concerne la décence de l'emploi. Nous avons souhaité que véritablement le gouvernement puisse rallonger la durée du contrat et nous avons insisté pour qu'on les associe aux journées de réflexion scolaire. Je crois que le gouvernement a déjà acté puisque aux dernières nouvelles, ils sont invités à prendre part à ces journées-là. Donc c'est déjà quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est l'état de veille de nous tous qui fera de l'année scolaire un succès. Et donc nous ne sommes pas dupes. Nous savons très bien que les mesures ont été prises. Nous travaillerons à ce que nos militants restent assez vigilants et que le retour soit spontané pour nous permettre de corriger ce qu'il faut corriger. Est-ce qu'on peut supposer que la bonne ambiance qui a régné au cours de ce premier round de négociations vous a permis d'aplanir les divergences? Parce que, oui, le gouvernement a organisé les examens de fin d'année, le passage en classe supérieure. On a quand même entendu, par presse interposer des suggestions, des avis de vos collègues. Est-ce que vous avez pu aplanir les divergences? Oui, non, je crois qu'il n'était pas question d'aller aplanir les divergences. Je vous ai dit tout à l'heure que ce que nous recherchions, c'est le progrès collectif. Aujourd'hui, la situation est telle que nous devons rechercher à tout moment les éléments qui nous rapprochent les uns les autres. Et c'est l'effort que nous faisons. Il y a quelques malentendus. Nous avons fait des suggestions avec les employeurs pour demander au gouvernement de faire ci, de faire ça. Bon, dans ces contraintes, le gouvernement n'a pas pu respecter tout. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient.
Et c'est pour ça que notre structuration actuellement de l'action syndicale, parce que nous avons dit que nous avons une commission revendication et analyse budgétaire. Vous comprenez que tout le temps que l'on évoque certains sujets, bon, on vous dit c'est le budget qui est ceci, c'est le budget qui est cela, mais puisque nous n'avons jamais fait un travail sérieux sur le contenu du budget, on est pauvre en arguments. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire doit nous permettre désormais d'avoir des réponses assez adéquates à certaines préoccupations, à certains comportements. Mais ce qui est sûr, on dit dans tout partenariat, vous présumez d'une bonne foi et puis vous travaillez avec. Nous sommes là, nous sommes vigilants. Il n'y a pas eu on n'est pas revenu, on n'a pas regardé trop longtemps dans le rétroviseur parce que ce n'était pas nécessaire. Il fallait aller de l'avant. Il y a eu des malentendus, mais avec ce que nous avons vu, il me semble que le gouvernement revient à une posture qui peut favoriser le progrès. Mais ce n'est qu'un début. Nous venons de faire la première journée. C'est la nouvelle méthode de revendication, la nouvelle méthode que vous vous êtes donnée qui vous permet aujourd'hui d'obtenir un certain nombre de satisfactions de vos revendications de la part du gouvernement? Je ne crois pas qu'il y ait une méthode qui soit totalement différente de celle qui avait existé. Et ce que nous faisons, c'est que nous structurons le dialogue. Nous argumentons autrement et nous déployons les énergies sur d'autres chantiers. Il est évident qu'aucun gouvernement ne cède sur certains chapitres comme cela se doit. Et vous savez très bien que depuis 2016, c'est encore plus compliqué avec ce gouvernement d'obtenir des résultats concrets. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun de nous rentre dans une posture, dans une nouvelle éducation, et l'effort que nous faisons, c'est vraiment d'adapter notre artillerie de revendication à la situation que nous avons en face. Et ça ne paye pas totalement encore, mais j'ai la conviction que ça paiera parce que ils auront en face une action syndicale qui soit à la hauteur des vrais défis et qui peut engager les vrais débats sur les sujets et obtenir les progrès qu'il faut. Alors, nous sommes d'accord pour dire qu'on n'est pas encore dans la perfection, mais il est évident que si on ne fait rien, on n'aura rien. Voilà. À l'issue de cette première journée de négociation, quels sont les points qui ont été abordés et qu'est-ce que vous avez pu obtenir concrètement? Je vous ai dit que nous avons eu... C'est le premier point que nous avons abordé. On a fait l'état des lieux des préparations de la rentrée. Et pour la rentrée, vous nous garantissez qu'elle sera bonne? Il n'y a pas de raison que la rentrée ne soit pas bonne. Il n'y a pas de raison. J'ai dit simplement qu'il y a un certain nombre de mesures que le gouvernement a annoncées. La mise en place des subventions, les primes de rentrée pour les enseignants, le renforcement du dispositif anti-Covid-19, et puis maintenant, la programmation du règlement d'un certain nombre de problèmes, qui certainement va venir au niveau des points qui suivent. L'état des lieux, de la satisfaction de on verra. Et je crois que ça va être dans la semaine, probablement du 21. Vous ne l'avez pas encore abordé? Non, on n'a pas du tout abordé. Le premier jour a juste permis d'évaluer un peu ce qui a été fait et de prodiguer nos conseils pour que ce qui est fait s'améliore et que la rentrée puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Alors, par la suite, vous avez également parlé de l'évaluation des enseignants, puisque nous sommes en train de parler de la rentrée scolaire qui démarre le 28. Et le premier point que vous avez abordé autour de la table de négociation, c'est bien sûr la rentrée. Oui, l'évaluation des enseignants, c'est passé depuis. Et il y a d'autres évaluations qui sont annoncées, c'est ça? Non, en fait, c'était pour nous l'occasion de revisiter ce qui a été fait. Ce qui a été fait, vous savez que cette évaluation a été faite dans un contexte un peu conflictuel. Ça a eu des conséquences sur la carrière des uns et des autres. Et puis, il y avait des engagements qui étaient autour. C'était pour nous l'occasion de voir avec le gouvernement comment est-ce que les engagements qu'il a pris sont respectés ou comment est-ce que ces engagements seront respectés. Deuxième chose, c'est de voir et de tirer les conséquences, puisque nous savons toujours qu'il y a certains de nos camarades qui, par la force des choses, se trouvent radiés. Donc, il faut bien examiner ces sujets-là. Il y a des camarades qui ont subi l'évaluation, mais qui n'ont pas atteint le niveau de satisfaction qu'on souhaite pour les confirmer dans leur métier. Ils vont subir une certaine formation. Ils feront l'objet d'une réévaluation pour pouvoir être confirmés. Mais il y en a qui
dès le premier coup, ont confirmé leur maîtrise du métier et qui devraient ressentir ça sur leur carrière. Tous ces éléments-là, il fallait qu'on les mette ensemble, que nous puissions faire le point et voir là où nous en sommes. Bon, vous savez qu'avec la situation Covid, tout ça là, on n'a pas réussi à faire ces débats-là. Je crois que nous avons l'occasion maintenant d'être fixés définitivement sur la question. Certainement, les jours à venir nous éclaireront davantage. Voilà. Est-ce que le calendrier de négociation, le calendrier permet aujourd'hui de démarrer une bonne rentrée et d'espérer que les autres points soient abordés avec célérité pour qu'on puisse avoir des résultats probants? Je crois qu'il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas aborder les points. Étant donné que nous sommes allés sur un ordre du jour consensuel et les éléments que nous entendions aborder sur chaque point sont connus, en principe, les différents acteurs doivent se préparer pour apporter des réponses concrètes. Sur l'évaluation, il n'y a pas un grand discours à faire. Il suffit de nous dire, bon voilà les engagements de départ, voilà où nous en sommes, voilà les dispositions que nous prenons pour que ces engagements soient bouclés à telle date. Il n'y a pas beaucoup de choses. Bon, en ce qui concerne l'avancement, les carrières, ça concerne les actes. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits. Nous avons eu quelques points partiels, mais étant donné qu'on n'a pas eu ça sur l'ensemble du personnel de l'État, je ne peux pas aller au-delà de ce qui a été dit jusque-là. Et nous savons également qu'il y a des arriérés salariaux. 1,25, c'est un nombre de situations qui devaient accompagner même certaines personnes à la retraite qui sont gelées, tout ça. C'est de nous entendre désormais qu'est-ce que le gouvernement fait au titre de l'exercice qui est en train de finir et quels sont les engagements pour l'exercice qui vient. Donc, ce ne sont pas des questions qui vont nous prendre beaucoup de temps. Et je crois que certainement, c'est en divers que nous allons vraiment voir un certain nombre d'aspects, ce qui concerne les libertés, un certain nombre de sujets qui sont des sujets qui fâchent. Vous revenez toujours sur ça, les libertés. Oui, c'est important. Vous savez, on n'a pas idée. Nous sommes en train de constater, à regret, que les choses que nous pouvons régler par le dialogue, c'est à coup de loi. Bon, un certain nombre de dispositions élémentaires qui fondent l'action démocratique ont été mises à rude épreuve. Nous devons revenir sur ces questions-là et planifier, disons, notre sortie de ce carcan-là. Et c'est important pour nous que ces questions-là soient évoquées parce que c'est ça qui peut rassurer. C'est ça qui peut rassurer. Voilà, avant de vous laisser partir, monsieur le secrétaire général, oui, vous avez parlé de cette action syndicale des cadres que vous avez créée ensemble avec un certain nombre d'organisations, mais dans le lot, il n'y a pas la CSTB. Finalement, il se passe quoi? Est-ce qu'elle n'est pas dans la même vision des choses que vous? Bon, je n'aime pas parler des autres. Moi, je crois que je vous ai dit tout à l'heure que ce que nous faisons, c'est pour l'efficacité et l'efficience de l'action syndicale. Et je ne crois pas que la CSTB soit contre l'efficacité et l'efficience de l'action syndicale. C'est juste une question de calendrier. Pourquoi pas, ça peut arriver. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont dans le même combat que nous, du point de vue de la défense des intérêts des travailleurs. Et je suis convaincu que si nous arrivons à nous convaincre les uns les autres que le chemin ensemble va faire mieux fortune, pourquoi pas? Nous avons eu par le passé des expériences d'action commune avec la CSTB. Et j'ai pas de raison. Qui sont soldés par... Non, j'ai pas de raison de douter de ce que ça pourrait revenir. Parce que vous savez, tout se construit dans la vie. Et quand on perd espoir, on ne peut plus rien avoir. Moi, je crois que c'est des amis dont nous avons besoin pour faire une lutte structurée et ça viendra forcément un jour. On va vous amener à réagir également sur, puisque vous avez parlé largement de la pandémie du coronavirus avec ses effets néfastes sur le quotidien des Béninois. Nous avons suivi également le ministre d'État Blaise Biotchane à l'ouverture de la rencontre que vous avez eue avec le gouvernement la dernière fois, dire que le gouvernement a répondu favorablement aux attentes des populations. Vous, syndicalistes, vous qui êtes dans la grande masse, est-ce que vous êtes satisfait de cette réponse que le gouvernement a apportée en réponse donc à la pandémie du coronavirus? Les actions sociales, pour être plus précis. Le ministre d'État était dans son rôle. Et il ne pouvait pas dire le contraire. Et nous ne sommes pas non plus des gens qui pensent que rien n'est fait. Nous ne sommes pas seulement satisfaits de ce qui est fait. Et c'est le lieu de le dire. Et vous savez,
il y a la manière aussi dans les actions. Lorsque nous sommes d'accord sur un sacrifice à consentir et que nous sommes d'accord sur les résultats à espérer, c'est plus facile de comprendre ce qui est fait. Aujourd'hui, le gouvernement a fait ce qu'il peut faire et je crois qu'il peut faire mieux. Il peut faire mieux puisque les plaintes continuent de venir. Bon, ce n'est pas tous ceux qui ont été frappés par la pandémie, ce n'est pas tous ceux qui, dans l'exercice de leur profession, ont été touchés par la pandémie, ce n'est pas tous ceux-là qui ont été touchés. Bon, le gouvernement a eu des critères. Bon, ces critères n'ayant pas été consensuels, vous comprenez que, en ce qui nous concerne, nous sommes en position d'exiger davantage. Et je crois que notre posture, c'est d'amener le gouvernement à mieux faire. Parce que dans la réalité, ce n'est pas ceux que le gouvernement a vu seulement là qui ont été touchés par. Il y a quand même des fonds qui sont alloués maintenant aux communes pour les accompagner, pour accompagner les populations à travers un fonds appelé FADEC Covid-19. Vous savez très bien que l'esprit FADEC n'était pas Covid. Ne faisons pas d'amalgame. On n'avait pas besoin de loger ça dans FADEC. Deuxième chose, c'est des ressources destinées à gérer une conjoncture. Le moins qu'on puisse faire, c'est que l'on puisse trouver une démarche citoyenne pour faire ça. Or, le couloir politique qu'on fait emprunter à ces ressources, il laisse à craindre. Quel que soit ce qu'on aura dit comme critère, nous savons très bien que c'est les maires qui ont, disons, le lead pour l'allocation du FADEC. Même si on a dit ça, il y a fort à craindre que ces ressources ne soient pas vraiment utilisées comme on l'aurait souhaité. Mais cela dit, et en tant que juriste, je sais qu'il faut présumer de la bonne foi des uns et des autres. J'espère que les cris de détresse de nos populations nous mêlent l'entendre. Parce qu'en principe, ils sont encore plus proches de nos populations et qu'ils seront en temps opportun ciblés. Maintenant, ce que je leur conseille, c'est de mettre en place un dispositif de transparence autour. Ce n'est pas parce qu'on a dit fonds PADEC, ça arrive, vous créez une situation, un comité de suivi et de vigilance autour des ressources pour que de façon consensuelle, on puisse désigner ceux qui doivent bénéficier de ça et que l'on puisse voir les activités qu'il faut relever à travers ça. Je crois que s'ils mettent un peu de la méthode là-dessus, les craintes que nous avons à la location peuvent être dissipées. Voilà. Est-ce que votre carapace de partenaires sociaux, vous avez, il a dit tantôt, la grande masse qui vous suit, est-ce que ça vous permet d'avoir un œil dans la manière dont ces fonds sont gérés ou même de faire proposition au gouvernement pour que de pareilles initiatives aient votre regard? Vous savez, dans notre posture aujourd'hui, on ne peut que jouer les sapeurs-pompiers. Parce qu'on n'a pas été au début de l'action. Au début, on aurait pu donner les conseils comme vous souhaitez pour dire un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais là, maintenant, on ne sera que dans l'action corrective. Et l'action corrective, ce n'est pas la veille citoyenne. Et cette veille citoyenne, nous allons nous donner les moyens de voir avec nos structures comment est-ce que cette veille va se faire au niveau de nos contrées pour que les fonds soient utilisés au mieux des intérêts des destinataires. Oui. Vous avez déploré le fait qu'on ne vous associe pas à certaines mesures. Est-ce qu'à l'ouverture de ces négociations, vous êtes revenu sur ce point précisément et donc que désormais les centrales seront associées à différentes mesures prises par le gouvernement? Oui, ça fait partie des questions que nous devons aborder. Quand nous avons dit, parce qu'on n'a pas voulu diluer les préoccupations de ceux qui nous ont mandatés dans des choses. On a mis ça en exergue, mais nous revenons en questions diverses sur la question de la collaboration, du partenariat, l'application de la charte. Parce que nous avons une charte qui prescrit au gouvernement de nous consulter sur toutes les réformes, de la conception jusqu'à la mise en œuvre. C'est le point 6 de la charte. Ça n'a jamais été respecté. Or, qu'est-ce que vous faites pour que ça soit respecté? C'est un levier essentiel de confiance. Bon, nous faisons toujours, on s'offre toujours. Vous avez vu, lorsque nous avons senti que ça n'allait pas, toutes les fois que ça ne va pas, nous offrons notre disponibilité. Mais c'est le gouvernement qui peut-être juge de ne pas prendre cette disponibilité-là, mais ça ne nous a jamais découragés et nous avons continué à faire ce qu'on pouvait faire. Là encore, on va revenir sur ces aspects-là. Si le gouvernement le prend et pense que ça doit être un élément pour l'aider et pour aider la population, pourquoi pas? Dans tous les cas, si nous ne sommes pas associés, et si nous n'avons pas la conviction que l'acte qui est posé permet de régler les problèmes qui se posent,
bon, le gouvernement nous trouvera toujours sur son chemin. Merci. Merci à vous, Moudachiro Sabi. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, la CGTB. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous dire un peu ce qui s'est passé le vendredi dernier à l'occasion de cette rencontre gouvernement-syndicat. C'est le premier round. Le prochain, c'est pour quand déjà? Probablement dans la semaine du 21, puisque là, on n'a pas encore reçu d'invitation et comme les agendas sont chargés de part et d'autre, j'espère très bien que d'ici à là, le gouvernement va nous saisir. Merci beaucoup. Très bonne journée. C'est moi qui vous du remercie. Mercredi à vous. Merci à vous. Herman Amboussou, rendez-vous demain matin sur Actu Matin. Nous allons observer la pause transition avec la pub. Et puis juste après, votre revue de presse signée Assiobon Kagny Assiobon. Ce matin, un rendez-vous manqué économie avec les matchs qui nous reviendra mercredi prochain. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2020 5 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique. Formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin. De Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié. De Bégamin en face des rails. De Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la réussite. Nous cultivons l'excellence et luttons contre les déviances. Téléphone 97 88 42 16. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. La présidentielle de 2021 fait le gros titre de 3 publications ce matin. Matin libre, Soleil levant et Fraternité. Le premier parle de crispation et méfiance à la veille de la présidentielle et titre pathétique, tout le monde attend talon. De son côté, Fraternité aborde la question de la présidentielle autrement et souligne que 2021 et la prochaine présidentielle ne sont plus loin à quelques 7 mois de la fin du mandat du chantre du nouveau départ Patrice Talon. Les chapelles politiques donnent un coup d'accélérateur à leur machine électorale ces dernières semaines. C'est surtout le bloc républicain qui s'est fait signaler sur le terrain de la dynamisation des structures de base du parti avec les mises sur pied des organisations des jeunes et des femmes. De son côté, le Parti du Renouveau démocratique a prévu tenir dès ce jeudi son université de vacances. Pour l'instant, et en attendant d'imiter son frère jumeau du BR, l'Union progressiste se contente des descentes dans les fiefs de certains de ses militants de premier rang, dans la logique de ces réglages en prévision sans doute du grand branle-bas de l'année prochaine. Les démocrates, en attente de la délivrance de leur récépissé définitif, ont, avec leur vice-président Mamad Djibril Deburou, actionné la coordination de la 8e circonscription électorale. Soleil Levant rapporte qu'on a effectivement vu les responsables de l'UP à l'œuvre depuis quelques jours. Ils investissent les communes du pays pour discuter avec les militants et les exhorter à la mobilisation pour 2021 qui s'approche à vive allure. Visiblement, le parti Union progressiste, une des principales formations, soutien du président en exercice, n'est pas prêt à passer la main du rang du plus grand parti du Bénin.
Pendant ce temps, Fraternité réalise un entretien avec Gracien Ouamenou du Parti du Renouveau démocratique et fait observer que le Parti du Renouveau démocratique organise dans la période allant du 17 au 20 septembre 2020 les manifestations entrant dans le cadre de ses 30 ans d'existence et l'édition 2020 de son université de vacances. En vue de ces deux événements, le délégué général chargé de la formation politique et des questions électorales, Gracien Ouamenou, membre de la direction exécutive nationale du PRD, parle des tenants et aboutissants. Il n'a pas manqué de revenir sur la participation du parti aux dernières élections communales. Et justement, sur la question, Gracien Ouamenou confie, citation, « Ce qui s'est passé lors des communales de 2020 est une nouvelle expérience et nous allons en tirer les conséquences. » Fin de citation. Dans la suite, le domaine abritant le complexe hôtelier Nouman Construction retourne dans le giron de l'État béninois, renseigne ce jour le matinal pour lequel le gouvernement s'est vu obligé de prendre cette mesure pour non-respect des clauses contractuelles par le groupe Teilium. Le journal qui donne les raisons de la démolition du réceptif Noumotel explique que des informations faisant état de la mauvaise foi du gouvernement dans le cadre de la gestion du bail amphithéotique accordé à la société Telium Properties Bénin SA pour l'érection d'un complexe hôtelier de luxe inonde de plus en plus les réseaux sociaux. Y a-t-il vraiment eu dans ce dossier abus de la part de l'État, se demande le journal quand Bénin Intelligent répond que l'exposé et l'analyse des faits ayant conduit à cet extrême montrent que cette opération en cours n'est pas arbitraire et découle bien d'une décision de justice. Selon le journal, c'est face à l'inaction du promoteur que l'État béninois s'est résolu à saisir la justice. Ainsi, en première instance comme en appel, son action visant à obtenir l'expulsion des lieux a été approuvée et le promoteur était bien représenté au procès par une pléiade d'avocats. Il n'est pas superflu de faire observer que les recherches effectuées ont permis de constater que depuis 2014, la société TPBSA n'est même pas à jour de ses obligations fiscales. Pour information, avant d'engager la démolition, l'État a fait procéder à l'expertise de l'immeuble inachevé pour en déterminer le coût à toutes fins utiles. Des affaires à la religion, cette fois-ci avec Bénin Intelligent, auquel Fidèle Fifame Oussou Godonou, pasteur, accorde un entretien. Le journal estime que si ailleurs le ministère pastoral féminin est quasiment absent, voire impensable, l'Église protestante méthodiste du Bénin en fait l'expérience. Depuis 30 ans, la célébration de cet anniversaire est placée sous le thème « Femmes, théologie et ministère pastoral, défi au XXIe siècle ». À la coordination des activités, une féministe convaincue et une critique infatigable de la culture de la violence qui pèse sur les femmes. La révérende Fifame Fidèle Oussou Gandonou est pasteur, docteur en théologie dans les spécialités éthique, féminisme, genre et développement. En Afrique, où la lecture de la Bible accrédite l'idée de l'infériorité congénitale de la femme par rapport à l'eau, elle est une figure et une voix anticonformiste qui milite pour que les églises cessent d'être des lieux où les femmes sont réduites au mutisme, à une soumission aveugle et à la violence sous toutes ses formes. Et puis, journée d'orientation au profit des nouveaux bacheliers du ZOU avec l'informateur qui rapporte que Alster Alisato est en croisade contre les échecs massifs. À en croire ce journal, les nouveaux bacheliers de Djidja et de Zogodome ont participé à la journée d'orientation organisée à leur profit par des cadres du département du ZOU les 12 et 13 septembre. L'objectif étant d'éviter aux communes du ZOU d'accroître leur liste de chômeurs dus aux mauvaises orientations dans les universités. Tel est le combat que mène le professeur Alster Alisato, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université d'Abomey-Calavi, en initiant une conférence sur les orientations possibles pour être épanouis à la fin de leur cursus et mieux servir le développement de leur localité. Selon le journal, l'initiative est vieille de 5 ans. Merci d'avoir suivi la revue de presse.
Voilà, c'était la revue de presse sur Actu Matin pendant qu'il sonne 8h50. Eh bien, nous mettons un terme à ce rendez-vous de l'information sur Canal 3. Merci à chacun et à tous de votre attention. Demain jeudi, eh bien, toute l'équipe sera au rendez-vous, les chroniqueurs, les animateurs et les techniciens également. Prenez donc le rendez-vous de l'information sur la 3. C'est la matinale chez vous. Très bonne journée. Au revoir.